Le football, il a changé. Et vous le savez mieux que moi. Mais pourquoi il a changé? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bonsoir à tous les amis, c'est le moment de la grosse vidéo du mois. Chaque mois, du coup, avec l'équipe, vu qu'on peut pas forcément être à côté tout le temps, on va essayer de faire une grosse vidéo ensemble, au moins du moins en vocal. Donc c'est pour ça que vous entendrez ci et là des petits vocaux, des petits échanges que nous aurons ensemble, donc qu'ils auront directement en intervenant dans la vidéo. Et grâce à ça, du coup, on pourra faire en sorte d'avoir une vidéo comme si on était côte à côte. Hein, voilà. Mon poteau numéro 1, mon poteau numéro 2, on sera tous les trois ici et on fera en sorte de vous donner, du coup, un peu plus de valeur, un peu plus de matière dans nos propos et dans nos explications. Mais donc, sans plus tarder, comme vous avez pu entendre à l'intro, on va parler aujourd'hui du changement dans le football et surtout dans ce qui fait l'essence même de celui-ci. Pourquoi le football a changé, comment le football a changé, et on va essayer d'aller vraiment dans le cœur du problème, le plus précis possible, dans le noyau même de la pêche. Bon, c'est bon, on arrête. Et faire en sorte de comprendre justement les changements qui sont apparus dans le football et pour comprendre pourquoi justement ces changements-là ont autant déréglé, on va dire ça comme ça, notre façon de voir le football. Premièrement, repartons à la base. Qu'est-ce que le football ? Certains me diront que c'est juste deux personnes qui tapent dans un ballon. D'autres me diront que c'est le rêve inimaginable de millions d'enfants. Mais la plupart me diront que ce sont juste la représentation humaine d'un sport majestueux, simple, facile, mais tellement dur à exprimer que seule une poignée d'élites savent le faire. Là où je veux en venir, c'est que on a tendance souvent à dire actuellement que le football a changé, que le football n'est plus comme avant, que le football est devenu un peu trop terne, un peu trop différent de ce que nos ancêtres, nos aïeux, aimer regarder et aimer contempler. À ça, moi, j'aurais tendance à dire et répondre que ça dépend de notre appréciation et de notre appétence que l'on a au football. C'est-à-dire que, actuellement, si on va un peu plus dans le détail, le football que l'on aime et le football qu'on regarde et le football surtout que l'on consomme n'a rien à voir avec le football que l'on consommait ou que consommaient justement nos aïeux et qui faisait la richesse de ce sport précédemment. Néanmoins, là où il faut quand même être honnête, c'est que le football n'a jamais été aussi spectaculaire, peut-être, on va dire ça comme ça, que maintenant, en nous offrant des affiches pour le moins toutes les plus intéressantes dans l'approche footballistique, et on y reviendra plus tard, mais surtout dans les gros talents que l'on peut sortir actuellement. Des Mbappé, forcément, des Haaland, des Bellingham, des Vinicius, des joueurs qui n'auraient pas pu exister auparavant quand il fallait avoir un profil très particulier pour être footballeur professionnel, mais qui maintenant peuvent s'exprimer quand leur disposition naturelle au football leur permet. C'est là où j'aimerais mettre du coup forcément mon premier bémol, on va dire ça comme ça. J'aimerais mettre ma première alerte. J'aimerais exprimer premièrement que, oui certes le football a changé dans le bien, dans ces apports-là, mais il faut quand même comprendre pourquoi il a changé et comment il a changé. Si je retourne du coup à la consommation du football en lui-même, on consomme comment du football actuellement. On a une multitude de matchs, une multitude d'affiches, une multitude de possibilités. Tous les jours, on peut regarder un match de football à toutes les heures quasiment, dans le monde entier. Ce qui fait que le football est moins devenu un sport noble, on va dire ça comme ça. Un sport reconnu comme ce côté élitiste, évidemment. Quand bien même, tout le monde ne peut pas jouer au football, mais tout le monde peut consommer du football. Alors qu'avant, c'était peut-être plutôt l'inverse. Peut-être qu'avant, on avait davantage de personnes qui pouvaient être footballeurs, parce qu'il y avait moins de personnes qui s'intéressaient à ça, peut-être aussi forcément. Et de l'autre côté, le niveau était peut-être un peu plus bas. Alors que maintenant, le niveau n'a peut-être jamais été aussi haut. Il y a juste à voir que dans les recrutements, on met la barre toujours plus haute, parce qu'on veut le summum, le haut de la pile. Et tout ça se retranscrit aussi dans les transferts. Et évidemment que maintenant, pour un joueur de 16 ans, j'allais dire 15 ans, mais oui, 15, 16 ans, des fois même 14 ans, mais un peu moins, on va débourser des fois même des millions d'euros. Regardez Odegaard. Il faut maintenant bien se mettre en tête que le football n'est plus devenu un sport où n'importe qui peut venir et peut se dire, bah voilà, moi j'aime bien ce joueur-là, j'ai envie de le prendre, de créer un truc autour de lui. Non.
Maintenant, c'est des millions et des millions d'euros pour avoir un joueur qui sort un peu du lot. Et tout cela, encore une fois, ne te garantit pas d'avoir des résultats sur le terrain. J'y reviendrai plus tard. Mais, pour rester dans ma partie 1, on va dire ça comme ça, il faut quand même vraiment bien mettre en exergue que le football maintenant se pratique différemment d'auparavant grâce justement au fait que les footballeurs eux-mêmes sont différents d'avant. C'est mon tout premier point. On parle justement des joueurs en eux-mêmes. Le joueur de football maintenant est, comment dire ça, déresponsabilisé au maximum comparé à avant. Ce n'est plus le joueur qui crée son match. Ça va être l'entraîneur qui va créer son match. Le joueur aura juste le rôle simple, mais ingrat plus ou moins, de pion. Dans un sens où il va devoir être bougé un petit peu à gauche, à droite, il va devoir faire ci, faire ça, etc. Et du coup, ce qui va faire que l'entraîneur va avoir le bon joueur, ça va plus être le joueur d'exception, mais un joueur qui va pouvoir être malléable. On va davantage chercher la malléabilité d'un joueur que sa réflexion pure. Et c'est ça qui fait aussi le clivage des deux générations. Je prends quelque chose de très simple, un poste, tout naturellement. Le poste de latéral gauche, milieu gauche, tout ce que vous voulez, à gauche ou à droite d'ailleurs, qui s'est transformé actuellement comme piston, justement. Il faut bien se rendre compte que avant, il n'y avait pas de piston. Il y avait des milieux peut-être voilà, un peu plus offensifs que d'autres, des latéraux peut-être un petit peu, mais pas de piston en fait. Le terme justement de piston, proprement parlé comme on en parle aujourd'hui, c'est vraiment depuis quelques années qu'il s'est démocratisé. Des joueurs comme Alphonso Davies, des joueurs comme Grimaldo, des joueurs comme de l'autre côté Frimpong, des joueurs comme ça où tu te dis à la fin, mais c'est quoi, c'est des milieux, c'est des latéraux, c'est des défenseurs centraux des fois qui repiquent voilà un petit peu dans l'axe un petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est justement tout cela qui fait qu'à la fin, on se rend compte justement que ce football d'auparavant, d'antan, a vraiment changé, s'est tourné vers des bases qui ne sont plus propres aux joueurs. Les joueurs se sont adaptés au football. Il y a une question d'adaptation. Les joueurs sont juste des assemblages, justement comme ça, de plusieurs volontés propres d'entraîneurs qui font qu'à la fin, ils arrivent quelque part. Un assemblage pur et dur. Si on avance un petit peu maintenant, prochain stop, on va parler un petit peu plus dans l'essence même justement de ces joueurs-là, de leur rôle sur le terrain. Quand vous avez justement des joueurs qui font ce qu'ils ont à faire sur le terrain, ils font des bons matchs, des mauvais matchs et tout, etc. Auparavant, on laissait justement le temps aux joueurs de se faire petit à petit aux choses, de se faire un petit peu à la nouvelle pression de leur nouvelle équipe, à la pression justement populaire, on va dire. Et donc voilà, des bons matchs, des mauvais matchs, c'est pas grave, on avance, on laisse le temps, et on fait ce qu'il y a à faire, et on fera des comptes à la fin de la saison. Maintenant, comment ça se passe? Un joueur, n'importe lequel, 16 ans, 39 ans, peu importe, fait un mauvais match, dehors. C'est dehors. C'est ciao. Un joueur fait un mauvais match, c'est dehors. Pourquoi c'est dehors? Parce que l'entraîneur, il va être dézingué si jamais il le refait jouer, parce que les supporters ne pourront plus en pouvoir juste parce qu'il a fait un mauvais match, et parce que surtout, lui-même va se dire « J'ai laissé passer ma chance, c'est fini ». Ça sera valable aussi pour les entraîneurs, mais on verra ça après. Déjà, premièrement, on va partir de la base du football, justement, le joueur qui fait un mauvais match va immédiatement savoir qu'il fait un mauvais match, et va directement, soit de un lâcher, en plein match, comme un certain Kylian Mbappé, soit va prétendre à une blessure, comme un certain Kylian Mbappé, ou soit va vouloir forcer, pour essayer d'être le personnage principal. Des fois ça réussit, des fois ça ne passe pas. Comme un certain Kylian Mbappé. Curieusement. Ah oui, il faut bien quand même se rendre compte de ça en fait. C'est que avant, voilà, tu passais à côté d'un match, pas grave, tu essayais d'être utile dans d'autres aspects du jeu. C'est pas grave, tant que tu t'es utile à l'équipe, et ben voilà. Maintenant, il y a tellement cette volonté du joueur d'être le personnage principal du match, que s'il rate justement un match, s'il sent que ça va moins en sa faveur, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, que c'était dès le début que je ressentais ça, dès le début du match, le joueur ressent s'il est bon ou pas. Et donc justement, si dès le début, il sent qu'il n'est pas dans un bon match, il va tout faire pour essayer de faire plus. Dans un sens, c'est logique, on me dira, oui mais regarde, vu qu'il est un peu moins bon, il veut montrer que non, c'est lui qui... Oui mais non,
parce que ça dessert les autres joueurs qui, eux, font un match correct et qui veulent monter en puissance. Une montée en puissance, justement, c'est une montée. Donc, c'est-à-dire que de base, tu montes quelque part. Si de base, tu descends, tu ne peux pas remonter sans te stabiliser, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre et prendre en compte. Je continue maintenant un peu plus, justement, sur le côté joueur. Il y a tellement de choses qui viennent parasiter maintenant un petit peu le joueur qui n'existait pas auparavant, qu'un joueur maintenant est davantage une copie du monde dans lequel on vit, sans paraître pour le côté des magos, etc. Mais les réseaux sociaux, les amis, l'entourage, les joueurs eux-mêmes entre eux, toutes ces choses-là vont venir parasiter le joueur, qui va faire qu'à la fin, il ne sera plus totalement dans son match, et donc dans ce qui fait le sport en lui-même, mais davantage tourné vers il faut que je fasse ça, à ce moment-là, cette course-là, ce geste-là, cette frappe-là, etc., etc. Tout ça d'ailleurs se retranscrit dans les célébrations, mais bon, ça c'est autre chose, ça, c'est un autre débat. Encore une fois, je suis friand de ça. Moi, j'aime ce football-là, parce que c'est ce football-là dans lequel j'ai grandi. Mais il faut quand même être critique avec ce que l'on aime. On peut aimer un sport, mais on peut aussi le critiquer. C'est ce qui est notre devoir, justement. On doit être capable de critiquer ce que l'on aime. Même quand on l'aime. Avançons encore une fois. Le but, c'est d'avancer là-dedans. Mon dernier mot par rapport à ça, ça va être justement de la qualité pure d'un joueur de football. Martin me faisait justement une très bonne remarque quand il disait que maintenant, un joueur de football n'est plus vraiment un joueur en lui-même. Il va être le reflet de ce que le foot demande. En l'occurrence, pour un Renoir, ça va être quoi? Ça va être, voilà, il faut un joueur puissant, physique, qui va jouer au milieu potentiellement, pas se faire bouger. Ou, si c'est un attaquant, il va devoir être très rapide, justement, pour prendre la profondeur. Pas forcément à droit devant le but ou quoi, ça on s'en fout. Mais force, puissance, qui va amener derrière. Mombania, c'est exactement ça. Alors que si c'est un défenseur, si c'est un latéral, il va devoir forcément soit être, voilà, un petit peu technique, un petit peu dur sur l'orbe aussi, mais très rapide aussi. Ou soit si c'est un défenseur central, il va devoir, voilà, être un peu plus dans le côté... Il va devoir être un peu plus dans le côté dur sur l'orbe, agressif, surtout, c'est important. Et la vitesse, c'est pas grave, hein, on fera avec. Mais s'il y a une bonne exception, comme un Jonathan Tah ou surtout un Kosunu, on prend, forcément. Alors que si c'est une personne blanche, potentiellement, on va aller sur quoi? On va dire, non, un profil un petit peu technique, voilà, petit gabarit, des petits appuis justement, un centre de gravité assez bas, pour venir se frayer un chemin un peu partout, etc., etc. Voilà, si c'est un milieu, voilà, un petit peu à la Modric, etc. Si c'est un attaquant, bah on fera avec, hein, le profil, etc. Mais bon, s'il est grand, bah il va jouer de la tête, il va être puissant, athlétique un petit peu. Si c'est un défenseur central, il sera un peu plus intelligent parce que c'est parce que ça. Toutes ces choses-là, encore une fois, ce n'est pas pour faire, il faut un noir, un blanc, bref, on n'est pas là, on n'est pas là-dessus. C'est là, ce que je veux faire comprendre, c'est que le profil va découler de toutes ces choses-là. Tout cela va se lier, se mêler, en fait. Si on avance un petit peu plus, il faut aussi quand même voir que tout cela découle des personnes qui gèrent tout cela. Quand tu prends justement des personnes, des éducateurs, qui vont te dire, voilà, moi je veux un joueur qui soit comme ci, comme ça, c'est ce qui va faire qu'à la fin, en fait, le joueur va se dire, bah attends, lui il a été pris parce qu'il était comme ça. Donc si je suis comme ça, je vais être aussi pris. Ah bah oui, bah parfait. Ah bah attends, mais lui il a été pris parce qu'il a vu un mec faire ça, bah je vais faire la même chose, bah c'est parfait. Et donc, voilà, tout se ressemble, tout se lie. Et c'est le problème. Et c'est ça qui fait que le football est de plus en plus aseptisé. Bref, je pense que j'en ai dit assez sur les joueurs. Avançons un petit peu maintenant vers ce qui va faire que le joueur va être comme il est, l'entraîneur. Et pour cela, je vais laisser mon bon ami Martin exprimer ce qu'il a à dire parce que je pense que ça vaut le détour, comme on dit. Si demain je suis dirigeant d'un grand club, je vais pas aller chercher une star, un joueur fort, vraiment. Je vais me focus sur un entraîneur qui a des idées de jeu, qui a un plan de jeu bien établi. C'est pas en prenant des gros joueurs. Aujourd'hui, on a tellement vu d'équipes moyennes surperformer, entre guillemets, parce que le coach entraîne bien ses joueurs, a des idées de jeu, a un plan de jeu bien établi, qu'il soit séduisant à regarder ou pas. Pour moi, aujourd'hui, le niveau des joueurs est tellement en dessous ça, c'est tellement moins important. Quand on voit par exemple l'équipe de Brest, honnêtement, il n'y a pas que des gros joueurs. Il y en a très peu. Donc quand ces joueurs-là vont partir, peut-être qu'ils performeront toujours, mais beaucoup moins. Faut en être conscient aussi. Je peux citer des entraîneurs précurseurs, Guardiola, Arteta, Emery, De Zerbi, Eric Roy, du coup, Brest. Même Nice, honnêtement, cette saison, ça a été pas beau à avoir joué,
mais cohérent. Ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures en défense, donc ça n'a pas aidé. Pas un effectif très large en centrale. Mais ça a été cohérent et il y a une bonne demi-saison de Nice. Ça n'a pas tenu parce que voilà, il y a une pépin physique de tous les sens, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas ça le foot, c'est pas du beau jeu. C'est pas ça que je demande en parlant d'artiste. C'est de parler de système de jeu cohérent, un entraîneur qui comprend ses joueurs, qui a un système de jeu établi, qui vient pas là pour défendre ou pour attaquer, qui s'adapte à l'adversaire, qui sait tout faire. Et des gars comme ça aujourd'hui, bah, il y en a très peu, donc ceux qui sont en avance, tant mieux, ils surperforment. Mais il faut que les dirigeants de chaque club commencent à en prendre conscience et se réveillent. L'entraîneur aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse. C'est ce qu'on doit mettre au centre du projet. Tu peux mettre un entraîneur et prendre que des jeunes en formation, ça fonctionnera. Parce que pour moi aujourd'hui, les joueurs ne peuvent plus être au premier plan, à part certains extraterrestres, être au premier plan et mettre la lumière sur eux et se dire bah je vais faire la différence dans ce match-là, tout faire tout seul, c'est impossible. C'est impossible, c'est le collectif mené par l'entraîneur. Parce qu'après il y a aussi le QI foot des joueurs qui rentrent en compte, et ça c'est pas non plus négligeable. Mais s'il y a pas de coach derrière, t'as pas voir ton QI foot individuel, ça sert à rien. Donc des fois il y a de bonnes affinités, des joueurs qui se comprennent, qui font que ça sauve un peu un club sur une saison, sur une demi-saison. Puis le joueur il part, bah tu te dis bah merde, il était si important que ça. Donc en soi, il était même pas important. C'est que t'avais rien sans lui, t'as rien après lui, bah forcément qu'il était important. Mais c'est bête de penser comme ça. Et comme exemple, par exemple Gerson, ça me paraît, ou Guendouzi pareil, pas comme les sportifs de Marseille. C'est des mecs qui sur une saison te font rêver, te font bander, et la saison d'après t'as envie de les tuer. Parce que tu reconnais pas le joueur. Et tu dis bah qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes joueurs, dans le même état de forme, même poids. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah le système, le coach, les relations avec, les relations humaines, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui un joueur c'est une petite princesse. Faut en prendre soin de ses 30 joueurs de son effectif. Faut bien le brosser dans le sens du poil. Il faut être gentil avec, il faut qu'il soit content, il faut qu'il ait son temps de jeu. Faut que lui promettre des choses. Donc voilà, c'est malheureusement ce qu'on veut actuellement. À l'époque des Gattuso, des Ibrahimovic, tout ça, bah c'était pas trop le cas, mais bon. Et du coup, pour moi, encore une fois, aujourd'hui la valeur des joueurs ne veut plus rien dire parce que comme l'entraîneur prend toute la place et que un joueur à 1 million peut être plus intéressant qu'un joueur à 80 millions, les chiffres deviennent tellement ridicules. C'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que maintenant pour moi, un Grimaldo qui était libre, par exemple, je repense encore à lui, tu te dis mais comment c'est possible? Quand Benfica, l'un des clubs qui vend le mieux au monde, s'est dit bah je vais laisser ce mec là libre, et comment aucun club s'est intéressé à Grimaldo? Il y en a eu 2 ou 3, mais comment c'est possible? Bah voilà, faut se poser les bonnes questions. Et bah justement, posons-nous les bonnes questions. Bon voilà, après vous avoir laissé un petit peu avec ce bon vieux Martin, pour vous expliquer un petit peu sa vision du coup des choses concernant les entraîneurs actuels et surtout comment performe une équipe, et comment performe une équipe actuellement avec un bon entraîneur surtout, ou avec un mauvais entraîneur, et ce qui fait tout cela. On va un petit peu continuer, je vais pas donner mon point de vue là-dessus, parce que mon point de vue, dans le logiquement vous le connaissez. Donc on va plutôt un petit peu continuer par rapport à tout ça, et essayer justement de continuer sur le sujet, et donner justement la troisième chose qui fait l'essence du changement entre le football d'avant et le football de maintenant. Quelque chose de très simple à retenir premièrement, c'est que la première différence principale entre le football d'avant et de maintenant était le joueur, la seconde est l'entraîneur. Maintenant, forcément, la, selon moi, principale différence entre le football d'avant et le football de maintenant réside dans l'essence même, encore une fois, du football, on y retourne, qui est le dispositif du match entre 2 entraîneurs et justement avec des joueurs. La liaison pure, en fait, entre le footballeur et l'entraîneur réside dans son dispositif. Donc, là où je veux encore une fois en venir, c'est que pourquoi un dispositif, pourquoi un milieu offensif, pourquoi un latéral, un piston, bref, tout ce que vous voulez, ce n'est plus la même chose entre un Riquelme, un Roberto Carlos, qu'entre un Achraf Hakimi, un Harit. La différence réside dans l'utilisation de ce poste-là. Parce que là, on ne parle plus de joueur, on ne parle plus d'entraîneur qui va utiliser son joueur, on parle de retranscription de toutes ces choses-là sur un terrain de football.
Quand on avait des joueurs comme ça qui utilisaient le ballon d'une certaine manière et qui se mouvaient, on va dire ça comme ça, sur un terrain de football d'une certaine manière, on ressentait le football au travers cette vision-là du football. Il n'y avait pas forcément de renversement du terrain, pas de ligne de 4, pas de double pivot, de tout ce que vous voulez. C'était différent. Je dis pas que c'était mieux, je dis juste que c'était différent. Ces joueurs-là, ils n'étaient pas animés par un entraîneur qui leur disait quoi faire. Ils n'étaient pas animés par ci ou par ça. Ils étaient juste animés par une seule chose. Leur façon d'exister sur un terrain de football. Dans ce dispositif-là qui était le leur. Ils savaient où était chacun de leurs partenaires parce que c'était eux les principaux artistes du terrain. Ce n'étaient plus des joueurs de football, c'était des êtres humains réels avec leur façon de faire sur un terrain de football. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas le cas actuellement. Je dis juste que actuellement le football est déresponsabilisé au maximum et c'est vraiment l'entraîneur qui a la pleine mesure de tout cela. Pourquoi ? Parce que aussi forcément, dès l'instant où on va avoir une mauvaise performance, comme je disais tout à l'heure, on va aussi blâmer le coach. Ah bah il a fait n'importe quoi, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Regardez à Marseille, un Jean-Louis Gasset, érigé en tant que maître absolu quand il a fait ses 5 victoires d'affilée, et maintenant conspué au maximum avec ses résultats en championnat. Alors oui, on lui trouve des circonstances atténuantes parce que bon, forcément, on se rend compte qu'il n'a pas l'effectif pour. Voilà, bizarrement, on se rend compte à la fin du championnat, bref. Mais il faut quand même garder ça en tête. Il faut garder ça en tête. En continuant, en allant encore une fois un peu plus loin, on se rend compte de quoi ? Un dispositif dans un match de football, c'est quoi ? C'est savoir où vont aller chaque joueur. Attaquant, latéraux, milieu de terrain, etc. Très très simple là-dedans. Pour montrer la différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. Ils sont où les milieux offensifs ? Pourquoi dit-on maintenant, ah bah le dernier vrai milieu offensif c'était Payet ? Parce que bizarrement, Payet incarnait ce vrai rôle de 10. Au milieu du jeu. Il envoie. Il tire, il tente, il fait les choses. Un vrai numéro 10 à l'ancienne, bizarrement. On y revient. Pourquoi il n'y a plus de vrais latéraux, un arrière latéral, qui défend davantage qu'il attaque ? Parce qu'il a des pistons. Pourquoi il n'y a plus de 6 pur, le vrai 6, qui récupère la balle, oriente le jeu un petit peu ? Regardez, un exemple très clair, le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas de 6. Vitinha n'est pas un 6. Vitinha est un 8, un peu plus bas sur le terrain. Parce que Vitinha se projette. Bizarrement. Ugarte peut être davantage considéré comme étant un 6, dans son rôle de récupérateur. Sauf que Ugarte ne se projette pas. Voilà pourquoi il ne joue pas. Alors que Luis Enrique, encore une fois, on y revient. Dans sa manière de voir le football, son 6 doit être la personne qui relance. Comme il faisait avec Busquets, quand il avait encore la Rora. Comme il le faisait aussi, bizarrement, au FC Barcelone. Encore une fois, tout ce que l'on dit avec mes compatriotes sont liés. Il faut comprendre l'essence du football et le changement du football. Mais que tous ces changements-là résident aussi dans les entraîneurs, dans la manière de voir le football, dans les joueurs, dans les manières de faire le football, et dans ce qui les lie, le terrain et le dispositif tactique d'un match de football. Bref, cette vidéo va encore être très très longue. Je pense que je vais la faire en 2 parties. Une première partie pour exposer mes arguments et une seconde où je vais davantage du coup aller dans le cœur du propos avec des joueurs, avec justement des explications plus techniques aussi et avec surtout une volonté toujours d'aller dans le cœur du sujet. Mais j'ai pas envie que ce soit trop farfelu. Donc là voilà, là c'est peut-être l'introduction, peut-être que je ferai ça en 3 parties, on verra bien. Mais je pense que là vous avez quand même compris peut-être globalement ce que je voulais dire, ce qu'on voulait dire surtout. Encore une fois, c'était Sanka. Ciao!